Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va pas mal et toi, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Les vacances approchent pour moi Moi et aussi, c'est bien. SummerSlam pour toi aussi. Et SummerSlam Oh. approche pour tout le monde, pour Oui. tous les fans de catch. C'est un gros événement. Est-ce que tu es excité à l'approche de ce Oui. gros pay-per-view ? Je suis très excité. Je trouve que la carte est très enthousiasmante et écoute, on va voir justement quelles étaient les dernières petites retouches qu'on nous a proposées sur cette carte. La première retouche, c'est celle de Charlotte. Alors, voilà, Charlotte a été retouchée, comme vous le savez, et elle est venue retoucher sa rivalité, son gros match qui l'attend, puisqu'elle va affronter Trish Stratus à SummerSlam. Cette dernière a d'ailleurs déclaré que ce serait son dernier match. Mais tout est possible. Peut-être dernier match de l'été, peut-être. Oui, voilà, peut-être. Elle n'a pas précisé. C'est vrai. C'est exactement. Dernier match au Canada, peut-être, je sais pas. C'est l'art du catch commence tout à fait par effectivement bien jouer sur les mots, choisir Ah oui, c'est très important. avec choix et précision ces mots. C'est ce que fait d'ailleurs Charlotte très très bien. Elle nous explique qu'à chaque fois qu'elle vient dans le ring, eh ben nous assistons à la grandeur qui émane de Charlotte. Trish était incroyable elle aussi et c'était super, mais ça n'a pas suffi puisqu'elle ne sera jamais aussi forte que Charlotte. Ça n'a rien à voir, les catcheurs, enfin ce que sont les catcheurs aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient hier. Et du coup, pour nous prouver ça, elle va balancer un petit package vidéo qui, à ce moment-là, on suppose, est censé être une ode, voilà, en l'honneur de Charlotte. Eh ben non, visiblement, Trish a eu accès à la bibliothèque vidéo, au camion de montage de la WWE, puisque c'est bien un best-of, double Big Mac, la double bacon de Trish Stratus qui nous est diffusé. Avec Michael Cole et Jim Ross et Jerry Lawler qui balancent voilà tous les grands moments. Tous les grands moments de la carrière de la catcheuse de la canadienne, et ils ont été nombreux effectivement, ça on ne peut pas le nier. Et Trish Stratus apparaît fière de son coup. Elle explique que c'est grâce à elle finalement et à toutes ses contemporaines que Charlotte est là aujourd'hui, qu'elle a reçu toutes les opportunités qu'elle a reçues. Donc un peu de respect pour les anciens, c'est un petit peu ce qu'on nous réclame en substance. Elle fait un peu de chip-hop en citant le regretté Harley Race, en disant que y a rien de mieux que d'être là entre les cordes, sous les spotlights, sous les grandes lumières. Charlotte dit qu'elle va faire comme toutes les autres, cette péon là de Trish, qu'elle va s'agenouiller devant la reine, ce à quoi Trish Stratus répond par une bonne gifle dans la gueule, une bonne tarte. Charlotte repart un peu toute penaud, sans demander. D'accord, elle fait OK, ça, tu veux jouer à ça, Elle fait semblant de s'énerver et puis, finalement, on verra ça dimanche. On verra ça dimanche. Et c'est vrai qu'on verra ça dimanche, mais de ce qu'on a vu là ce mardi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, j'ai trouvé ça terrible, moi personnellement. Alors, en fait, j'ai bien aimé la partition de Charlotte, qui est dans son rôle en soi. C'est-à-dire qu'elle joue la heel et comme toute bonne heel, elle balance quand même un bon paquet de vérité, voilà. Et puis elle essaie de se mettre over tout en mettant over toute sa génération. Tu l'as dit, voilà, les athlètes d'aujourd'hui, c'est pas les athlètes d'hier. Je suis en train d'exploser tous les records de la fédération. Je suis le futur, machin. Je vais le prouver dimanche. Voilà, son rôle ultra arrogante, mais en même temps sûre de ça. Le faire, c'est la top, c'est le top du top, la crème de la crème du catch féminin aujourd'hui. En fait, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que finalement, en fait, Trish n'a rien à dire. Et au contraire, même, je trouvais qu'elle
elle lui donnait plutôt raison finalement parce que bon là c'était rigolo, là le coup du hijack du petit package vidéo, certes elle a mis son package vidéo, mais en fait ça contredit pas du tout ce que dit Charlotte, parce que Charlotte disait ouais ta gloire, tes heures de gloire, machin sont passées. Bah oui, en effet, elle a mis un package vidéo de son best-of d'il y a 20 ans, donc en soi, bah oui, voilà, voilà. Tout le monde est d'accord. Ouais, tout le monde est d'accord. T'étais au top il y a 15 ans, mais voilà, ça, on est tous d'accord. Et puis bah après, elle admet quasiment mot pour mot que grosso modo, j'ai trouvé ça très maladroit. Bah oui, bah écoute, en fait, elle avait en effet envie de goûter aux lumières une dernière fois, d'être là pour les lumières, un petit kiff et tout. Donc en fait, bah, je trouvais que sa promo était très creuse et donnait complètement raison en fait à Charlotte et ne donnait pas du tout le sentiment à aucun moment que Trish était toujours d'actualité et était une menace crédible en fait pour Charlotte. Donc j'ai trouvé en soi que ça venait comparer un build qui était assez faiblard quand même et qui venait finalement presque bah, juste vraiment confirmer qu'on était dans du show match pur et dur et que il y avait pas d'enjeu, quoi. Donc voilà, je trouve que c'était un petit peu dommage. Après, je suis quand même, voilà, c'est toujours un peu hypocrite parce que du coup, je suis un peu le fan lambda nostalgique, tout ça, parce que je suis quand même super content de voir ce match. Mais je dois reconnaître que d'un point de vue d'écriture et de hype, j'ai trouvé que c'était assez bancal, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu bizarre parce qu'elle avait dit, voilà, pour être The Woman, faut battre The Woman, et c'était presque le Ouais. côté très passage de flambeau, on va dire. Moi et tu auras mérité ta place, on va dire. Enfin, tu pourras prétendre à Ça, être la c'était mieux, meilleure. ça. Ouais. Ça, c'était mieux. Et après, effectivement, on bascule sur, en fait, je veux me faire un petit trip, là, montrer à mes gamins que j'en ai encore sous la Ouais, semelle. grave. Je promets de pas trop gêner, hein. Tu vas gagner de toute façon. Ouais, puis c'est C'est mon juste dernier, pour vous inquiétez moi. pas, hein. Ouais, Ouais. vous inquiétez pas. Ou presque, genre, bon, je me fais un petit trip, mais j'en demande pas plus, vous inquiétez pas, hein. Donc, Ouais. c'est vrai qu'on est là, bah attends, non, c'est pas ce qu'on va entendre. Ce qu'on va entendre, Ah c'est non! effectivement dire que tu viens tout dégommer et Tu vas lui rabattre le que. kéké, Ouais, ouais. voilà. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu étrange. Et puis, en plus, elle Je trouvais ça termine ça assez par une maladroit. Ouais. claque. C'est bon, gifle. Là, c'est Ouais. pareil, c'était un petit peu bon. Bah, t'as plus. Ouais, Tu sais. encore une fois, tu vois, c'est Charlotte qui limite prend Ouais. la voie royale, tu vois, elle prend de la hauteur et dit, OK, écoute, vas-y, fais ton petit délire, moi je me casse et je me contenterai de t'exploser Ouais. dimanche. C'était un peu ça, En hein, plus, quand elle se barre, c'est ça, quoi. bah ouais, alors que tu attends à Mm. quelque chose d'autre, genre c'est plutôt le petit là Ah petit oui, chien c'est qui Charlotte qui aboie et devrait qui être veut manger. vexée. Ouais, Bah ouais, voilà. L'autre elle est vexée, elle sait pas quoi répondre, elle met une claque. Oh, ok, ouais, bon. donc j'ai trouvé, voilà, bon, bref. Mm. Un qui s'est pris une grosse claque, c'est Dolph Ziggler justement, puisque Ouais. tiens, ça fait un petit peu avoir quand même par le mise. Je me demande si tout ça a été bien légal quand même, hein, Ouais, ouais, je pense que d'un point de vue cette, contractuel, d'un point de vue légal, je suis pas sûr que tu aies le droit de faire signer un contrat. Ça s'appelle du dol, ça, hein, je pense, hein, c'est Ah oui, dans le oui, jargon juridique, non, ça marche pas ça, hein, mais bon. oui. Ouais. Toujours est-il que bah il joue le jeu à fond, Dolph Ziggler, puisque il a fait son entrée sous le theme song de Ah oui, Goldberg ce public a popé en fort, hein. Ouais. ah ouais, ça a popé grave puisqu'on a effectivement la musique de Goldberg qui retentit avec le Titantron, la vidéo du Titantron qui s'enclenche, et puis il y a le mec qui toque, enfin et voilà, il y a l'escorte qui l'attend, et sauf que c'est pas Goldberg qui sort, c'est Dolph Ziggler qui se moque en reproduisant la célèbre entrée du Golgoth, hein, Goldberg. Il arrive, ce soir il a un match contre Rey Mysterio, mais le match n'aura pas lieu puisque Dolph Ziggler le passe à tabac en lui balançant des super kicks dans la tronche. Voilà, une nouvelle légende s'écroule sous les kicks de Dolph Ziggler. Donc si Goldberg veut un match ce soir, Dolph Ziggler sera peut-être le next, mais ce match, ce sera le dernier, the last match de Goldberg. C'est ça. Et là, Ali, le super-héros Ali qui n'aime pas les méchants et aime bien les gentils, vient un petit peu à la rescousse de Rey Mysterio et s'enclenche un match que va assez facilement remporter Dolph Ziggler d'un super kick, puisqu'il faut bien vendre ce Switch in Music 2.0.
Dolph Ziggler, il est chaud, il est prêt à aller botter le cul de Goldberg. Et au passage, il s'est quand même effectivement offert Rey Mysterio, donc une légende, et le scalp d'Ali, le petit jeune là, qui avait un petit peu qui était un petit peu propulsé là sur la rampe là, qui s'est fait bouffer aussi. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner la troisième là et aller se payer le scalp de Goldberg? La marche paraît haute. Non, je pense pas. Non, bah là, il n'y a pas trop de suspense, mais à la limite, c'est pas très grave. Moi, je suis très enthousiaste. Je veux pas le cacher. Je sais qu'il y a plein de gens que ça fait chier, mais moi, je suis très content de voir Goldberg revenir pour un petit show match à SummerSlam. C'est tout à fait l'endroit, tout à fait le lieu. Bien plus content de le voir faire un retour dans un pay-per-view historique comme SummerSlam qu'en Arabie Saoudite. Il a sa place, il est en pleine forme. Certes, il nous a sorti un match plus que compliqué, mais bon, voilà, qui peut arriver. Les gars, ils ont l'âge qu'ils ont, et bon, il y a eu une blessure malheureuse qui a un peu pourri le truc. Donc moi, je suis content qu'ils viennent un petit peu laver son honneur et venir filer un petit peu de star power et de nostalgie à SummerSlam. Voilà, je trouve que les pay-per-view du Big Four, c'est aussi l'occasion de ce type d'attraction. Donc moi, ça me fait plaisir. L'adversaire, Dolph Ziggler, de toute façon, il est en tournée, il est en mode un peu pré-retraite, il fait la tournée des popotes et il job pour un peu tout le monde, donc c'est ce qui va se passer. Le mec qui s'en tire le mieux, enfin, ce mec quand même, il va Dolph Ziggler, ce mec qu'on a tendance facilement à plaindre, qui lui-même se plaint dans son personnage. C'est ça qui est drôle. Ce mec, mais en fait, il a tout. On lui donne tout à ce gars. Il a tout fait, franchement, à part gagner, à part remporter un Royal Rumble. Je pense qu'il a tout fait dans sa carrière. Il a eu plein de super programmes. Et puis là, encore une fois, en fait, c'est le gars. Tu sens qu'ils ont une confiance aveugle dans Dolph Ziggler. C'est vraiment, il a systématiquement eu un rôle un peu de témoin de passage pour tous les nouveaux qui passaient, qui arrivaient à la WWE. Il était systématiquement souvent leur première feud dans le main roster, quel que soit le roster dans lequel il était, à Raw ou à SmackDown. Là, par exemple, c'est un adversaire parfait pour Goldberg. Il y a un contexte. Il a fait le match qu'il a fait, Goldberg, en Arabie Saoudite. Il voulait le remettre sur une carte pour qu'il rebondisse un petit peu et le garder quand même chaud pour peut-être des projets futurs. Du coup, voilà, tu le mets face à Dolph Ziggler qui est absolument bulletproof dans le ring et qui va forcément faire le job parfaitement pour son adversaire. Donc ça, c'est un adversaire de choix. Enfin voilà, tu sens qu'il est dans les petits papiers et qu'il doit être heureux comme un pape. Moi, je suis sûr, je me fais aucun souci pour Dolph Ziggler. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait affronté Ali ce soir me laisse penser que voilà, ça peut être potentiellement une bonne rivalité pour Ali aussi derrière. Parce qu'il a ce rôle-là post-SummerSlam, ça pourrait coller, même si le résultat et la physionomie du match peut être un petit peu surprenante. Alors évidemment, Dolph Ziggler ne va pas perdre un match avant SummerSlam, mais néanmoins, je trouvais ça peut-être un peu maladroit. Il a été un peu expédié à Ali quand même. Hein. Je trouve qu'il a très peu brillé sur ce match. Il a été écarté assez simplement. C'est dommage parce qu'il est dans une période de reconstruction. Le travail qu'ils font sur son personnage est intéressant, mais là, il avait assez peu de temps de télé. Et je trouve qu'ils l'ont pas mis dans une position super simple, ni pour briller, ni pour se construire un peu de momentum pour la suite. Donc je sais pas si c'est l'adversaire que j'aurais choisi là. Mais bon, écoute, c'était l'occasion. Il était un petit peu occupé à tourner autour de Nakamura. Oui, en plus, voilà, donc il y avait peut-être d'autres choses à faire. Soit en faisant intervenir Nakamura ou en prenant tout simplement quelqu'un d'autre qu'Ali. Le roster est suffisamment. Oui, voilà, ou en prenant tout simplement peut-être quelqu'un d'autre d'Ali. Je pense à un mec type, je sais pas, Apollo Crews ou. Bah ouais. Par exemple. De 2019. Ou Chad Gable ou c'était un mec comme ça que tu peux utiliser. Donc Ali, c'est un peu dommage. C'était l'occasion de voir. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'il a pris vachement de masse. Là, il commence à gonfler un peu, notre ami Ali.
Ah bah attends, Euh, je pense que voilà, un booker en chef est venu le voir et lui a dit, écoute, on a toujours des projets pour toi. Et le mec, bah, il va à la ouais, salle et il bouffe quoi. Il bouffe, ouais, à mon avis, il doit bouffer comme pas deux en ce moment, le ouais, non, mec. non, il s'épaissit bien et je me dis, c'est plutôt bon signe parce que bon, pour le meilleur et pour le pire, souvent les catcheurs voilà, qui augmentent un petit peu leur masse physique et tout, enfin, c'est souvent bien vu, donc c'est tant mieux. Il aura peut-être un peu moins l'air d'un gringalet, c'est vrai, par rapport à certains adversaires. Euh, Justement, on parle de ceux qui sont allés à la salle. Eh ben, Kevin Owens, il est allé à Ah la ouais, salle. ouais, Il est ça. bien. Il est comme il est, mais il est en forme. On a un Kevin Owens show ce soir. Et c'est Shane. C'est Shane O'Mac qui est l'invité du KO Show. Il se fait un petit peu prier, mais le voilà. Il fait sa petite danse, sa petite intro interrompu par Kevin Owens qui prend le micro et ça m'a fait marrer parce que la façon dont il allait chercher le micro Kevin Owens des mains de l'annonceur là et que la façon dont il avait de continuer de parler en montant les marches, un peu la tête vers le bas, tu sais, et à balancer des trucs, ça me faisait tellement Ouais, penser à Steve Austin, quoi, ce côté j'ai ouais, mon c'est micro et marrant, hein. je débite, je débite, je débite. Et puis, tu sais, il regarde pas les gens tout de suite, il regarde un peu par Non, terre et après, il se rapproche du gars et là, il lui dit ses quatre vérités. ouais, je Et, vois ce que tu veux dire. et franchement, vraiment, on aurait dit, c'est comme dans un jeu vidéo où tu mets un skin sur l'animation d'un autre personnage, quoi. Ça m'a fait marrer. Bon, en plus, le parallèle est évident depuis des semaines et des mois, donc bon, voilà, il y a pas de surprise, mais vraiment, il y va à fond dans ce rôle-là. Euh, Kevin nous explique que, et c'est vrai, Shane, enfin Kevin, il a mis sa carrière en jeu quand même, en tout cas sa Oui, carrière à WWE ou à SmackDown ou ce que vous voulez, mais que Shane, il n'a pas posé ses couilles, lui, il a rien mis en jeu en fait, parce qu'évidemment c'est un mec marron et que ils font un peu ce qu'ils veulent, donc il demande Kevin solennellement à Shane de mettre en jeu bah, sa carrière aussi, hein, d'avoir la même stipulation pour lui. Et Shane refuse, il est hors de question, voyons. Il est meilleur du monde, ouais, il va gagner de toute façon. Et Kevin, lui, après SummerSlam, il sera parti. Et donc, il lui explique qu'il y a ouais, 50 gone. façons très simples pour Shane d'arriver à faire partir Kevin Owens. Il peut tout simplement le faire le tomber au milieu du ring, le soumettre, le faire un décompte à l'extérieur, provoquer une disqualification et à la fin ce sera le même résultat. Kevin Owens lui dit bah écoute vraiment t'as pas de couilles. Je lui dis si j'ai des couilles, j'ai un cerveau et la preuve Elias il est pas venu tout seul. Elias attaque Kevin Owens. Kevin Owens se défend comme un beau diable, mais malgré le stunner placé sur le gratteux, Shane arrive et il passe à tabac Kevin Owens. Il lui retourne même la table des annonceurs sur la gueule. Et là, il devient fou, Shane. Hein. Il est comme un petit fou, là, excité par l'odeur du sang. Il donne des bons coups de semelle à Ouais, Kevin Owens qui bouge plus. C'est assez violent. Il lui crache au visage, il lui gueule dessus. Il est sûr de gagner, là, notre Shane O'Mac. Il ouais. pense vraiment qu'il va s'en sortir à SummerSlam. Est-ce qu'il a raison de penser ça? Écoute, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un super travail. Ça, c'est du segment de Go Home Show pour mettre de l'enjeu, pour mettre de l'intensité, pour semer le doute. Tu vois, moi, j'arrivais pas avec plein de certitudes parce que je change souvent beaucoup d'avis avant de pronostiquer sur un match, mais j'arrivais quand même avec bon bah voilà, Kevin Owens, il est en trajectoire ascendante, 1 contre 1 contre Shane, je vois bien une victoire là, ça a l'air d'être le nouveau hot project là de SmackDown, Kevin Owens, c'est bien. Et en fait, tout ce segment m'a fait repenser pas mal cette décision, et finalement c'est ça que t'attends un petit peu d'un go home show, c'est de semer le doute, c'est de mettre du suspense, de l'enjeu, et je trouve que c'était vraiment un modèle de promo, et j'applaudis encore. Voilà, il nous exaspère, mais Shane il est quand même fort au micro, il y a pas de doute là-dessus. Il campe extrêmement bien son personnage de connard suprême, et le voir en fait, finalement c'est ça que tu veux voir d'un heel, surtout dans un match où il y a un énorme écart de niveau intrinsèque, parce que Kevin Owens c'est un catcheur actif beaucoup plus costaud, et Shane McMahon c'est un heel qui est
voilà, il est censé être une position de management, c'est pas un vrai catcheur. Voilà. Bah là, du coup, il explique clairement toutes les façons qu'il a, mais de manière très très simple de gagner ce match. Donc du coup, toi, t'es là, tu regardes, t'écoutes sa promo, tu te dis ah ouais ouais ouais. Oui, c'est vrai qu'en fait, en soi, il peut tout à fait gagner de plein de manières différentes. En plus, derrière, il y a l'intervention d'Elias qui nous rappelle que Shane McMahon, c'est en plus d'être un connard, il a énormément de mignons autour de lui qui peuvent intervenir. Donc tu sais déjà que ça va être la fiesta dimanche, il va y avoir de l'overbooking, il va y avoir des interventions, il va y avoir des coups dans le dos de l'arbitre, c'est sûr, ça va être le bazar. Et du coup, tu te dis, est-ce que Kevin Owens va s'en sortir? D'autant que il n'y a pas... D'autant que il n'y a pas d'enjeu, c'est vrai. Kevin Owens, en fait, il se bat juste pour... Enfin, il a tout à perdre, en fait, il a rien à gagner. Et c'est vrai que Shane ne partira pas, en fait. Il n'y a pas d'enjeu pour... Il n'y a pas d'enjeu. Et enfin, il n'y a Même pas si Shane d'enjeu perd, pour une qu'est-ce qui se victoire passe? de Kevin Owens. Bah ouais. Et c'est vrai que du coup, ça me commence à me faire dire que il y a peut-être moyen, en effet, qu'il joue l'angle du départ, justement en mode de rebelle de l'autorité Steve Austin et tout jusqu'au bout. Et pareil. Du coup, ouais, peut-être une chance que finalement Shane gagne ce match, parce que c'est vrai que ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que Shane McMahon, il a tous les avantages, toutes les cartes en main, et il a absolument rien à perdre. Il a rien à perdre. Rien à perdre. Donc en fait, une victoire de Kevin Owens dans un match comme ça, sans fanfare, sans grande stipulation, sans grudge, enfin tu sais, genre d'une cage, machin, finalement le payoff, il est pas dingue, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de payoff s'il gagne. Ouais. On en parlait depuis quelques semaines, on en parle un petit peu, genre jusqu'où ça peut aller, cette rivalité. Et pour moi, dans mon esprit, on est au cœur de la rivalité. On est vraiment qu'à la moitié. Il faut qu'on ait ce côté Kevin Owens se fait avoir, toi, et que ils reviennent et que, comment dire, qu'il y a un enjeu, qu'on comprenne l'enjeu qui est on va enfin se débarrasser, parce que c'est ce qu'on attend depuis des mois, se débarrasser une bonne fois pour toutes de Shane O'Mac. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ce que le roster veut, c'est ce que les fans veulent. Sauf que ce match-là, il n'est pas fait pour ça. Ce match-là, il n'est pas fait pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de Shane O'Mac. Ce match-là, il est juste fait pour que Kevin Owens mette les mains sur Shane O'Mac. Mais il prend un risque, et ce risque-là, ça va lui coûter, en mettant en jeu sa carrière, il va prendre ce risque-là et il va le payer. Il va le payer pour qu'il se rende bien compte de à quel point, et nous aussi, à quel point Shane O'Mac est intouchable. Donc, pour moi, on va voir, ils peuvent tout faire, mais clairement, si j'étais les bookers, je ferais prolonger la sauce, parce que clairement, il y a encore des choses à raconter. Le public est trop chaud, toi. On est trop au cœur là, de l'histoire. Faire gagner Shane O'Mac pour que les gens soient vraiment en colère. Kevin Owens, comme tu dis, et encore plus ce statut de rebelle, parce qu'en plus il est viré, donc il va pouvoir intervenir. Enfin bref, vous connaissez un petit peu cette grosse ficelle. Et tu pousses ça, pourquoi pas, jusqu'au Survivor Series ou que sais-je. Exactement. Avec vraiment des gros enjeux, une team Owens versus une team Shane O'Mac, quelque chose comme ça, toi, ou juste un match entre les deux. Et avec cette fois-ci un enjeu clair et définitif, quoi, de Shane O'Mac est viré une bonne fois pour toutes de la WWE. Et que, du coup, les gens, quand le 1, 2, 3 arrive, on comprend ce qui se passe. Et là, on a une libération. C'est ça. Non, mais j'ai exactement. Cette promo m'a complètement embarqué sur la même lecture et le même horizon, à savoir les Survivor Series, qui pour moi serait déjà une belle occasion de réveiller un peu ce pay-per-view et de remettre un petit peu de sel aux grandes guerres de pouvoir qui ont pu avoir lieu dans ce pay-per-view et qui ont complètement disparu depuis 4-5 ans. Le pay-per-view est fait pour ça, hein. Et en effet, moi je vois un petit peu le même scénario, et donc par conséquent, j'ai trouvé cette promo et cette passe d'armes finale avant SummerSlam vraiment excellente, parce que voilà, ça raconte des choses, il se passe plein de trucs, on a le doute, plusieurs scénarios sont possibles, donc c'est ça que j'attends, tu vois. C'était par opposition avec ce qui a ouvert le show, avec encore un catcheur actif et un vétéran. Je trouve que c'est le jour et la nuit en termes de
de mise en perspective des enjeux et des forces de l'adversaire, quoi. Donc c'était très sympa. Écoute, en tout cas, un pour qui l'histoire s'arrête avant même SummerSlam, c'est Sami Zayn, puisque alors qu'on pensait qu'il avait un match contre Aleister Black pour SummerSlam, Aleister Black arrive pendant une promo de Sami Zayn. Alors c'était assez ridicule parce que Aleister Black commence à lui parler alors qu'il était sur sa plateforme là qui s'élève pour aller. Je sais plus ce qu'il lui dit. Il fait ouais Sami, pourquoi attendre SummerSlam? J'arrive. Et puis voilà. Il parle jamais pendant son entrée. Bon, c'était un petit peu. Je sais pas, je trouve. Oui, c'était bizarre. C'est bizarre. Et du coup, voilà. On a le match. On a notre match. Une petite spécialité. Des fois, la WWE de nous offrir les matchs juste avant, mais cette fois-ci, c'est vraiment le match. C'est-à-dire qu'il n'y aura a priori pas même je suis même pas sûr qu'il y a un Aleister Black sera à SummerSlam. La carte est tellement fat. Un match assez court. On s'échange les tatanes, mais à la fin, le Black Mass qui étale Sami Zayn, emballé, c'est pesé. Est-ce qu'on vient de s'offrir 15 minutes, 10-15 minutes de libre pour SummerSlam en écartant Aleister Black de l'équation de ce pay-per-view? Qu'est-ce que tu penses d'avoir balancé ce match un petit peu là juste avant le pay-per-view? Ouais, non, écoute, ça me choque pas. J'ai trouvé même ça plutôt malin à la limite. Là, au moins, t'es sûr que les gens le regardent. Parce que non, mais on va pas se mentir. Moi, j'aime beaucoup les deux catcheurs, mais la carte de SummerSlam est déjà stacked, comme on dit. On n'avait pas grand-chose à faire là. Non, elle est blindée de chez blindée, la carte de SummerSlam, avec en plus cette année de manière assez incroyable, parce que je sais pas si tu as vu, mais nous n'avons que des 1 contre 1. Il n'y a même pas de match par équipe, il n'y a pas de défense de ceinture par équipe pour l'instant. Ce n'est que des 1 contre 1. Donc, et dans les 1 contre 1 sans ceinture, il y a quand même du costaud. Hein. Balor, Wyatt, Goldberg, Ziggler, Owens, McMahon. On va dire que c'est la mid-card de SummerSlam est déjà bien costaud. Clairement, Aleister Black, Sami Zayn, par-dessus tout ça, c'est borderline post-toilette, mais sans manquer de respect aux deux. Hein, mais c'est juste parce que voilà, c'est SummerSlam et que c'est quasiment un deuxième WrestleMania, que ça va durer plus de 4 heures et que y a déjà énormément de choses. Donc moi, j'avais envie de dire, écoute, c'était pas plus mal. Ils ont eu petit temps micro plus un match qui était, moi j'ai trouvé ça plutôt costaud derrière. Belle victoire d'Aleister Black. Il reprendra sa quête, sa montée après SummerSlam tranquille. Donc je trouvais ça plutôt bien, moi personnellement, de le mettre là. C'est pourquoi c'était pour les retrouver en pré-show. Les mecs, personne les aurait vus là au moins comme tu dis. Ils sont passés à la télé. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. Il y a que des matchs en 1v1 pour l'instant. C'est assez incroyable. Strictement des 1v1. Les grands fans de mano à mano vont être heureux. Et nous qui parlions de ladder match pour le titre intercontinental, là on se touchait la nouille avec Chris, on en est pour vous pouvez vous rhabiller là. Et je vais sortir le parka là, le bonnet et tout. Du coup, on a eu quelques petites séquences. On a eu la division féminine, tiens. On a la division féminine qui n'a pas brillé par son intensité cette semaine non plus, puisque on a eu droit à un match avec Ember Moon contre Natalya, qui a fini toujours par sympa ça. et qui a fini par c'est un match qui n'a même pas duré très longtemps, puisque il y a eu un elle était prise dans le sharpshooter, c'est ça. Ah oui, Natalya a gardé trop longtemps le sharpshooter alors que Ember Moon était dans les cordes, c'est ça, et du coup l'arbitre. Non, Ember Moon était carrément à l'extérieur du ring, c'était sur la rampe. Oui, c'est ça. Oh oui, t'as raison. Du coup, Bayley arrive. Oui, t'as raison. C'est là que Bayley arrive pour sauver. Du coup, elles se font compter à l'extérieur. Et du coup, Bayley arrive pour casser la prise. T'as raison. Très malin. Bayley arrive. Elle dit à Natalya, pousse-toi de là, c'est pas très gentil de t'en prendre à mon adversaire qui m'a fait un set coup la dernière fois. Okay. Ouais, grave. Et du coup, Ember Moon et Bayley se regardent un peu comme deux connes à se dire mais attends,
on a un match, on a un match ensemble là, dimanche. Pourquoi tu viens m'aider? Qu'est-ce que tu viens foutre? Et ça se termine là-dessus en fait. Ça, c'était naze. J'ai pas compris. Enfin, c'est même pas que j'ai pas compris. Là, c'était juste nul en fait. Déjà de base, dans un Go Home Show, de mettre face à face 2 adversaires qui vont participer au pay-per-view et 2 challengers qui doivent pas perdre. Déjà, je trouve que c'est stupide sur le papier. Donc ça, le match n'avait aucune raison d'être. Et puis en plus, ça raconte rien. Le match est ultra court, complètement bâclé. Et Natalya place son sharpshooter à l'extérieur du ring et se fait du coup perd par double décompte. Donc qu'est-ce qu'elle essaye de prouver à part le fait qu'elle est complètement stupide parce que finalement ça fait 2 semaines de suite là que elle veut pas lâcher sa prise et soit elle se fait disqualifier, soit elle se fait compter à l'extérieur. Donc en fait c'est quoi? C'est que tu peux pas gagner à part te faire disqualifier ou te faire compter à l'extérieur. En fait, t'es tellement omnibulé par le fait de placer ton sharpshooter pour montrer que c'est lui la prise la plus forte que tu en perds le match. Ouais, donc écoute, félicitations. Bah vas-y, bravo, fais-le ton sharpshooter. Ouais, mais n'empêche que du coup dimanche tu perdras quoi si tu fais ça. Donc c'est absolument pas du tout une histoire à raconter pour le challenger. Ça aurait pu si ça avait été la championne, là je veux bien, oui, mais si c'est le challenger, ça raconte rien à part qu'elle a aucune chance. Ember Moon passe par la même occasion pour une naze. Donc c'est juste un segment qui est pourri en fait. J'ai vraiment trouvé que c'était stupide au possible et j'ai pas compris l'idée. Il va falloir arrêter avec cette Bayley là qui est naïve et niaise au possible à chaque fois à venir à la rescousse de ses ennemis là. Heureusement, il manquait plus que Becky Lynch, franchement, pour que ce soit la totale. Mais heureusement pour elle, elle n'était pas impliquée. Aïe. On a eu des petites séquences un petit peu partout à droite à gauche. Elton Benjamin qui regarde toujours un peu bizarre quand on lui pose des questions. Oui. La Firefly House, on a droit à un nouvel épisode. C'est sympa ça. Toujours plaisir. Il explique que Finn Balor n'a peur de rien, mais que son courage en fait est dû à son ignorance et à sa peur cachée, et que le Fiend, The Fiend le sait ça et qu'il va venir le chercher. Tout ça effectivement avec tout le talent de la commedia dell'arte et de Bray Wyatt, il est fort, qui est à fond dans son personnage. Ça va être je suis vraiment impatient de voir comment tout ça va se traduire entre les cordes. J'adore parce que j'adore cette dichotomie là, cette sorte de c'est pas d'ailleurs cette sorte, il est complètement psychopathe, schizophrène là, d'avoir 2 personnalités et du coup c'est vachement il en a conscience, toi. Il est pas schizo, genre c'est pas multi personnalité, il a conscience. C'est vraiment étrange. Il sait que l'autre existe, son autre personnalité existe, et que mais c'est quand même 2 êtres différents. Et il se sert en fait du gentil pour faire ses promos et du méchant pour taper en fait pour intervenir. Donc je trouve que c'est très drôle et ça a vraiment. Enfin moi je continue d'être à fond sur Bray Wyatt parce que je pense qu'il y a un potentiel de dingue vraiment sur le long terme. C'est ce côté, ses promos, c'est genre limite, il est tout gentil, mais il te dit attention, l'autre arrive, donc fais gaffe. Pour t'égorger, il vient pour t'égorger. C'est vraiment, c'est assez captivant. J'aime bien. En plus, du coup, à SmackDown, à SmackDown, on a le Bray gentil, puis à Raw, on a le Bray méchant. En fait, en plus, il peut occuper les 2 shows sans faire doublon. Non, il y a un gros truc, franchement, moi je trouve avec lui. J'ai hâte de voir. Bon, hâte. Stupide. Comme dirait Randy Orton. On a un petit package vidéo, je crois, de Kofi Kingston pour hyper. Super. L'histoire qui s'écrit toute seule avec ces 2 personnages. Ça va être assez formidable. Il est un petit peu, il y a une petite interview aussi en même temps en parallèle de la vie du package vidéo, je crois, où il explique il va montrer à la fin que c'est Randy Orton qui est stupide, je crois. Ça, c'était pas mal. C'est fou, ils ont vraiment capté ce truc-là et ils l'ont utilisé. C'est vraiment génial. Ça, j'adore ça. Elle est ouf. C'est génial.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses de d'ailleurs... nos... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Non, si, fini. J'allais dire, qu'est-ce que tu penses de nos auditeurs là qui ont commenté sur l'épisode de la semaine dernière et qui voient Orton battre Kofi Kingston à Oui, SummerSlam? Écoute, franchement, ça reste assez open comme match, mais moi personnellement, j'y crois pas du tout. Mais bon, c'est moche, c'est pas ce qu'on essaie de nous raconter, je pense. Randy Orton n'est pas, on nous déterre pas un truc vieux de 11 ans avec un babyface adoré, tout ça, qui essaie de nous raconter une belle histoire sur finalement. Ça paye de bosser et de jamais croire à ceux qui essaient de te rabaisser et que ça finira par payer et que maintenant voilà là où il en est, regardez tout ça. C'est pas pour perdre 11 ans plus tard contre la même personne. Je pense pas que ce soit ça le délire de l'histoire. Moi ça, en fait je verrais pas trop l'idée. Randy Orton il est plus c'est pas comme si derrière on partait sur un règne terrible de Randy Orton et tout. C'est plus trop son rôle. Donc non, je trouve que c'est une victoire de Kofi dimanche. C'est juste une belle conclusion à une histoire déterrée comme ça de belle manière. Ça n'aurait pas trop d'intérêt, je trouve, de le faire dans l'autre sens. Une fois que Kofi Kingston aura battu Randy Orton et donc grosso modo Ouais, là tu le pourras boss passer à autre final, chose. tu peux le faire perdre presque contre n'importe qui derrière. Contre Ouais, n'importe qui. honnêtement, je pense que j'ai un peu le même sentiment. C'est que personnellement, je trouve que le règne de Kofi Kingston commence à être un peu long et ne m'a pas transcendé. Voilà, je trouvais que ses défenses de titre étaient un peu fadoches et même son personnage en champion était un petit peu fade. Et du coup, il est pas amené à durer. Enfin voilà, c'est pas un mec que tu vois porter SmackDown jusqu'à l'arrivée sur la Fox et tout ça, c'est pas trop le profil. Par contre, le fait d'avoir attendu en tout cas jusqu'à faire cette histoire avec Randy Orton qui était presque inévitable, ça aurait été vraiment con qu'il s'en passe. Voilà, ça avait du sens d'attendre jusque-là. Maintenant, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que la prochaine défense de titre après Randy Orton, on pourra sérieusement se poser la question de la défaite, mais là, c'est pas vraiment le moment. Ouais. Non, c'était on va dire sa mission à Kofi Kingston, tu vois. Une fois qu'il aura Ouais, battu Randy Orton, c'est l'histoire ça. sera terminée. Ça aurait été une superbe histoire. Ça aurait été une Ouais, c'est superbe ça. Et histoire, on pourra pas. je pense pas qu'ils aient fait, évidemment, ils ont pas fait gagner le titre à Kofi Kingston juste pour derrière proposer une feud contre Randy Orton. Non. C'est une belle opportunité et ils ont su la saisir. D'ailleurs, ça me fait penser, on a notre ami Gilbert qui commente, qui nous pose des questions. Gilou! Gilou qui nous pose des questions. On le remercie sur la page Facebook des cahiers du catch de Catch-Up et vous pouvez d'ailleurs le faire. Qui nous dit est-ce qu'on aurait rêvé plusieurs années en arrière de voir Kofi Kingston contre Randy Orton pour le titre WWE. Moi, j'ai envie de lui dire que non, on n'en aurait pas rêvé non plus, mais je trouve que c'est vraiment cool qu'il l'ait fait parce que voilà, en fait, l'histoire de la WWE, enfin, c'est assez exceptionnel finalement. Il y a aucune autre fédération quasiment dans le monde qui peut se targuer d'avoir une histoire aussi riche et de pouvoir aller piocher constamment dans des choses qui se sont passées il y a 11 ans pour potentiellement raconter des trucs aujourd'hui. Je trouve que quand tu as l'occasion de le faire, c'est juste génial. Voilà, est-ce qu'on saura vraiment un jour, est-ce que vraiment Randy Orton avait pourri Kofi Kingston il l'avait privé de son rêve d'être potentiellement la future star à l'époque pendant sa prime jeunesse. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, voilà, c'était la rumeur, c'était la chimère depuis tellement d'années que maintenant que Kofi est champion, je trouve que c'est génial de capitaliser à fond là-dessus et de rejouer la scène. Et c'est cool. Moi, j'ai trouvé que cette promo cette semaine, c'était plus ce que j'attendais. Moi, j'aurais aimé le voir Kofi dans sa promo micro face à Randy Orton dire tout ça, va vraiment exploser et lui montrer C'est encore mieux. ouais, ça aurait été encore mieux. Bon, là, il le dit un petit peu calmement sur sa chaise en disant voilà, je vais lui montrer qu'il avait tort et que c'est lui qui est stupide et tout machin. Moi, j'aurais aimé que voilà, qu'il y ait la rage qui déborde et qu'il y ait 11 ans de frustration qui ressortent à la gueule de Randy Orton et qui vraiment qu'il explose, qui montre un peu de caractère. Bon, au moins, c'est déjà cool qu'il lui ait fait dire ça, je trouve. Mais bon, voilà, c'est aussi un petit peu à l'image du règne de Kofi Kingston, qui est quand même
très gentil, je trouve, encore une fois. Ce package vidéo était plein de bonnes idées, mais il est trop souriant pour moi. Ouais, tout en mesure, tout C'est contenu trop comme ça, tu sage, vois. trop Ça déborde sage. de nulle part, ça déborde de nulle part. Il a eu des micro-fulgurances, hein, Ouais, il est capable, hein. et Ouais. je m'en souviens très bien parce que c'est tellement rare que ce soit lors de sa signature de contrat contre Daniel Bryan Ouais, 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 ouais. ou là récemment avec Randy Orton, où il était plus agressif, toi, où il faisait le signe du flingue là face à Ouais, à ouais. son adversaire et il expliquait qu'il n'est pas juste le New Day et tout, enfin que ça devenait sérieux, etc. Et ils ont jamais Non. embrassé complètement cette partie-là de sa personnalité, peut-être parce que c'est pas vraiment lui, je sais pas, ou parce que ça Ouais, ou parce que détonne c'est trop par rapport au temporaire et qu'ils veulent personnage pas. qu'ils veulent Ouais, voilà. montrer à l'écran, hein. C'est le Mmh. pouvoir de la positivité, c'est ça qu'il explique. Randy Orton utilise son pouvoir pour le pousser vers le bas, lui il va utiliser son pouvoir de la positivité pour Ouais, pour se pousser les autres tirer vers vers le le haut, haut, quoi. quoi. Ouais. Ouais, donc effectivement, il faut pas trop jouer sur une espèce d'ambiguïté entre le Ouais, côté sur la très vengeance. ouais, voilà, le côté vengeance vraiment méchante, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que Non, c'est vrai que c'est voilà. aussi important de garder ça, hein, mais bon, de toute Ouais, façon, c'est ouais, clairement un parti pris, je pense, hein. Il y a pas ouais. de il se bride pas lui-même, hein, mais Non, non, effectivement, c'est ce personnage-là qui doit tenir et c'est le personnage-là qu'on veut montrer en tant que champion. Donc, euh, effectivement, une belle promo qu'on aurait encore plus apprécié, effectivement, ça a été en face à face entre les ouais, cordes. ouais. Mais ceux qui se sont retrouvés entre les cordes, bah, c'est ses copains, ce sont ses copains, Biggie et Xavier Woods, dans un match qui, du coup, fait le main event face à Daniel Bryan et Rowan, donc les anciens champions par équipe. Un gros match, beaucoup d'intensité, assez long, hein, qui a duré plus de Ouais, 15 ouais, ouais, minutes. ouais, ouais. Biggie, là, qui fait des séances de kiné, c'est d'ailleurs la couverture de notre épisode, à Daniel Bryan qui est tordu dans tous les sens. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas trouvé d'idée pour le titre de l'épisode, donc on verra ce que ça donnera. Quelle idée d'avoir choisi cette image, mais je la trouvais formidable parce que vraiment, Daniel Bryan, il C'est s'est vrai qu'elle est fait. très drôle, cette image. Ouais, il s'est fait Ah ouais. contorsionner, enfin, ouais, ouais, il s'est fait étirer dans tous les sens, ouais. Donc c'était un gros match avec bah, des mecs qui sont au top de leur niveau. Biggie était au taquet, hein, on l'a beaucoup vu. Bah justement, il fait un Suicide Spear de Biggie, Rowan qui balance Woods avec de rage, il tabasse Woods, Xavier Woods avec les escaliers, provoque ainsi la disqualification, hein. Eric Rowan, il réfléchit pas trop, au bout d'un moment que ça l'énerve, il prend les escaliers et il écrase la tête de ses adversaires. Mais ce qui se passe, c'est qu'en parallèle de ça, il se passe autre chose. Il se passe autre chose avec Roman Reigns, qui a eu une interview un petit peu plus tôt, où il expliquait, alors j'ai pas aimé moi cette interview, hein, où il expliquait qu'il sait pas qui l'a attaqué, il s'excuse. Il s'excuse auprès de Samoa Joe d'avoir un petit peu traîné son nom dans la boue, parce que visiblement, c'est pas lui, hein, puisqu'il était là quand ça s'est passé. Donc, Ouais. il regarde face caméra, il pardonne, il s'excuse et tout. Mmh. Moi, j'ai pas du tout aimé cette Ah bon? partie-là. Ah, OK. Ah ouais, non, Mmh. Oh là j'aime pas trop le là. côté Roman Reigns. Ok, c'est peut-être un homme d'honneur, mais là, il était presque la petite larme à l'œil, Oh un non, peu achouiné, là. tu Oh, exagères. Non, non, oh, non. non, j'exagère pas. Écoute, Ouais. écoute. Mais là, par contre, le vrai Roman Reigns qu'on aime bien, il se révèle et il dit, écoute, je vais trouver qui m'a fait ça. Donc, il se retrouve, il entre dans les vestiaires. Paraît-il que c'est le leader des vestiaires, Roman Reigns. Bah, la preuve, puisque quand il entre dans le vestiaire et qu'il demande à tous les locardeurs de s'écarter, ils se sauvent tous en disant chef, oui, chef. Mais il ne reste qu'un seul homme, Buddy Murphy, puisque Ouais. Roman Reigns lui demande de rester ici. Hop, 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 toi, tu restes Il là, dit toi. assieds-toi, on va causer. Tu vas me dire, je sais que tu as vu des choses visiblement. Mmh. Je sais plus comment comment il sait que Buddy Murphy c'est quelque chose. Heu,
Puis il lui dit pas, ouais, enfin, je sais que t'étais dans le coin, on te voit sur des images ou Ouais, il y a une histoire de trucs et tout. vidéosurveillance où il Ouais, était ouais, là. je sais que t'étais là, donc je sais que Au t'as vu début, des il choses. l'accuse un petit peu, je crois. Enfin, il prêche le faux pour obtenir le Ouais, vrai. ouais. Et Buddy Murphy fait le petit con. Il dit je sais rien. Et de toute façon, si je savais, ben je dirais rien. Il en faut pas plus pour Roman Reigns qui le balance dans tous les sens et qu'il le chope là contre le mur. Buddy Murphy se fait pipi dessus et il dit que l'auteur de cette action horrible, celui qui a tenté de tuer Roman Reigns, n'est nul autre que Eric Rowan. Eric Rowan, donc c'est la consternation là, personne ne comprend, Roman Reigns ne comprend pas, Eric Rowan n'a pas l'air de comprendre, hein, ils sont toujours sur le ring, là, les deux sauveurs de la planète. Oui, c'est Daniel ça, il Bryan, regarde le segment en même temps. Ouais. ouais, regarde le segment en même temps qui se déroule sur le Titantron, et tous les deux ont l'air assez dubitatifs. Daniel Bryan ne comprend pas ce qui se passe, et c'est comme ça que se termine cet épisode. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment Eric Rowan? Est-ce que Daniel Bryan était au courant? Est-ce qu'on va avoir un match de Roman Reigns à SummerSlam? Toutes ces questions, Mmh. on a le droit de se les poser. Et oui, et oui, et oui, on a le droit de se les poser, et il faut se les poser. Je trouve que c'est passionnant, moi, cette histoire, je suis complètement embarqué dedans. J'ai trouvé que ce qui s'est passé à SmackDown, c'était top. Alors moi, alors vraiment, j'ai trouvé ça top de A à Z, même les excuses, parce que en soi, c'est vrai, quoi. Si c'est pas Samoa Joe, comme j'ai bien aimé, il était pas la larme à l'œil, tu racontes là, et il a juste dit, bah écoute, ouais, ton nom a été un peu traîné dans la boue par ma faute. Bon bah écoute, voilà, je m'excuse officiellement. Grosse pop d'ailleurs du public en arrière-plan quand il s'excuse auprès de Samoa Joe. Et puis bah voilà, du coup il passe à autre chose. Et après, alors le segment dans le vestiaire, mais je trouvais ça tellement stylé. Franchement, tu vois là moi j'ai pas pu m'empêcher. Alors peut-être que je fais une fixette en ce moment pour ceux qui ont consulté le dernier gros oui grognon sur le site des cahiers du catch, et puis même de manière générale sur le statut de Seth Rollins. Mais tu vois, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Seth Rollins quand j'ai vu Roman Reigns rentrer dans un vestiaire, parce que je me suis dit putain, là le parallèle est dur. Ouais, non, mais t'avais vraiment l'impression de voir un leader de vestiaire, tu vois, genre un patron. Il arrive, cassez-vous tous, toi tu restes là, je vais te parler, machin. Tu sais, il y avait vraiment, même dans ses excuses avant, tu vois, genre c'est en mode, bon bah, c'est limite, voilà, il donne sa grâce, mais c'est lui qui décide, tu vois, vas-y, bon, toi, bon, écoute, Non, c'est vrai. toi Je je suis un peu dur. t'excuse. Bon, voilà, donc ok, c'était pas vrai, il y a pas de problème. Toi, je t'excuse. Maintenant, on va passer au business. Et donc là, il arrive dans le vestiaire, il dégage tout le monde. Ça, tu vois, c'est un patron, et tu te dis, le mec, il est top star matériel, tu vois. Genre, tu le vois, ça a l'air presque naturel quand il rentre dans le vestiaire que tout le monde dégage, quoi. T'imaginerais, mais pas une seule seconde, le même segment avec Seth Rollins. Et quand je dis tu l'imagines pas, c'est parce que, en fait, il est tellement pas du tout dans l'inconscient collectif, dans cette posture-là, que du coup, c'est limite, s'il le tournait, ce segment, tu dirais, c'est chelou, quoi. Et c'est aussi, parce que c'est pour ça que le parallèle est dur, je trouve, parce qu'en ce moment, on se pose pas mal la question, bah voilà, Seth Rollins, il a perdu sa ceinture juste avant SummerSlam. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse, ou est-ce qu'il va la regagner, tout ça? Moi, je pense que c'est plutôt la première solution. C'est parce que, bah, malheureusement, il a pas les épaules aujourd'hui, et ce qui s'est passé à Raw encore la veille était absolument pathétique. Bah là, voilà, moi, tu vois, j'ai trop kiffé ce segment de Roman Reigns, et c'est là où je me suis dit, putain, c'est vraiment lui le patron. Et après, bah voilà, ce petit truc avec Buddy Murphy, non, qui fait le petit con, il l'attrape, il avoue. Alors il dit pas que c'est Rowan qui a attaqué, il dit, écoute, moi j'ai vu que Rowan était là sur la scène du crime. C'est un détail important. Non, mais c'est important, parce que du coup, entre-temps, il y a eu une promo de Daniel Bryan en WWE exclusive, pour ceux qui ont suivi, qui a pété un câble en interview en disant que c'est n'importe quoi. Buddy Murphy, évidemment, moi si j'étais plaqué contre un mur par un mec de 250 kilos qui me menace de me tuer, évidemment que je vais sortir un nom, ça veut rien dire. Et puis en plus, il a bien dit qu'il avait juste vu Rowan, ça ne veut strictement rien dire. Enfin, la promo de Daniel Bryan est excellente pour prolonger l'angle, parce que du coup, voilà, on ouvre un nouveau chapitre, nouveau suspect. Absolument rien n'est prouvé, mais du coup maintenant Roman Reigns a son viseur sur quelqu'un d'autre, avec évidemment le endgame qu'on attend potentiellement derrière, c'est que ce soit Daniel Bryan peut-être qui soit mastermind là derrière tout ça, et Daniel Bryan, Roman Reigns, tout ça, on a envie de voir ça.
Donc non, c'est cool. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était top parce qu'on prend son temps avec cette histoire. On y va tranquillement, on n'abat pas toutes ces cartes d'un coup. Il n'y a pas encore de match à SummerSlam. Moi, j'ai pris le parti pour ceux qui vont jouer au trophée. D'ailleurs, je vous encourage, le trophée des CDC, l'épisode 8 est ouvert sur le site. Allez-y, pronostiquez. Moi, j'ai volontairement placé Roman Reigns contre Rowan à SummerSlam pour si jamais il l'ajoute. Mais c'est pas sûr, ils peuvent très bien faire Roman Reigns contre Buddy Murphy en 3-4 minutes à SummerSlam. C'est quelque chose de possible, histoire d'expédier le moucheron et puis s'attaquer après derrière. Enfin bref, plein de choses sont possibles. J'ai trouvé que c'était excellent. J'ai trouvé que voilà, Roman Reigns, c'est bien là. Ils prennent vraiment depuis son retour de blessure, ils prennent le temps de l'impliquer dans des segments loin de la ceinture. Qui, je trouve, lui redonne vraiment une toute autre popularité. On va vraiment dans le bon sens avec lui. Donc écoute, c'était top. Ouais, moi j'ai adoré. Séquence d'extorsion d'aveux, Ouais. comme qu'on a même faire dans les postes de police aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Bravo. Tu vois, vas-y, dis-le, tu l'as fait. Mais fais quoi? T'as fait ça? Ah oui, d'accord, je l'ai fait. Oui, c'est ça, c'est ce que dit Daniel Bryan. D'ailleurs, après, mais oui, mais évidemment qu'il a avoué, mais il a avoué n'importe quoi. Ça veut rien dire. Making a Murderer, Ouais. saison 3 avec Ouais. Daniel Bryan et Roman Reigns. Ouais. Roman Reigns, le flic voyou. Ouais, grave, c'est ça. Puis après, je sais pas ce que toi tu en penses, mais du coup, ça revient pas mal sur Internet. Il y a le fantasme qui devient de plus en plus possible. C'est vrai, avec ces excuses, de se dire, est-ce qu'on peut pas se diriger à moyen terme vers une tag team, la Samoan SWAT Team Intervention, là, genre de Samoa Joe et Roman Reigns qui sèmeraient la terreur. Là, moi, c'est une équipe que j'aimerais bien voir. Ce serait, il serait instoppable de toute façon, je pense. Mais ce serait Power Couple là. ouais, les Mega Powers là. Ouais, mais méga. Tu prends les deux mecs solo les plus over et tu les mets ensemble pour aller détruire la division tag team. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais du coup, c'est aussi une possibilité. C'est vrai que bon. Ça pourrait être cool. Je sais pas. Ouais, ça pourrait au moins en weekly des matchs un peu de circonstances, toi, où tu les mets ensemble. Effectivement, les mecs. Enfin, clairement, ils ont Samoa Joe. Il a autant un sens de l'honneur qui est assez développé malgré tous ses agissements. Oui. Et visiblement Roman Reigns aussi. Donc clairement, l'honneur chez les brigands étant plus forte, ils vont s'associer le temps de corriger ceux qui se sont joués d'eux et qui ont foutu la merde. Donc clairement, tu as une opportunité, si ce n'est de créer une équipe qui va durer, au moins de les mettre ensemble le temps d'une partie, d'un chapitre de la rivalité. Là, c'est clair que Ouais, je pense qu'il peut y avoir un chapitre on est bon, comme ça. Et on va s'en bouffer dans les weekly, là, il faut faire ça. Hein. Ça peut être une équipe, enfin, tu vois, genre, c'est pas forcément un changement d'alignement. Enfin, je trouve que c'est assez cohérent dans le personnage de Samoa Joe tel que je le perçois moi, d'avoir, comme tu dis, une sorte de code de l'honneur, code d'honneur qui soit, voilà, lui, c'est la bagarre, c'est la loi du plus fort, et il peut apprendre à respecter un mec, même si c'est un face, il peut, si jamais le gars, voilà. Est très balèze comme les Roman Reigns, en plus Samoan et tout, qui se bat à la régulière. Bon bah, tu vois, certes, c'est un fourbe qui va étrangler les gens en coulisses et qui fait tout pour arriver à ses fins, mais ça reste quand même un Samoan, bagarreur, badass, qui peut respecter Roman Reigns d'une certaine manière, tu vois. Donc moi, ça me choquerait pas. Oh non, ah, puis faut y aller, franchement, quelles belles affiches, quel beau match on aurait droit là avec avec ces quatre-là, toi. Donc effectivement, SummerSlam, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, on sait pas. Mais ce qui va se passer après, ça, on s'en doute un petit peu. Et c'est assez appétissant, effectivement, de nous avoir mis l'eau à la bouche comme ça. C'est une façon un petit peu détournée de nous faire regarder SummerSlam. C'est assez futé, effectivement. Et oui. Ah, bah mon bon Giscal, que d'émotion là, quelques jours de ce gros event. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin pour nous. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Quel est ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Alors, ma note, bah écoute, je vais mettre une bonne note quand même, parce que le bon l'a emporté sur le mauvais, on va dire. Je vais mettre 3,5. Je vais mettre 3,5 parce que il y avait du très mauvais.
mais il y avait du très très bon et c'est vrai qu'en période de la hype SummerSlam l'emporte un petit peu, donc j'ai retenu le très très bon de cette émission. J'ai quand même passé un bon moment globalement. Mon top, il va sans problème à Roman Reigns cette semaine, parce que j'ai trouvé que ce soit la petite ouverture vers Samoa Joe, l'interrogatoire dans le vestiaire, et puis ce que ça peut impliquer pour la suite. Et puis voilà, cette image là je te jure, quand j'ai vu rentrer dans le vestiaire, je me suis dit putain, mais ouais, mais de toute façon c'est lui le patron, quoi. Tu vois, je trouvais que c'était tellement bien fait, et que c'est vraiment bien ce qu'ils font avec lui, voilà, depuis son retour de blessure. Donc, bon, je vais pas me répéter, mais voilà, c'est cool ce qu'ils font avec Roman Reigns, donc c'est mon top. Et puis mon flop, voilà, je reviens pas dessus, c'est Ember Moon contre Natalia. J'ai trouvé ce match d'une stupidité infinie. Et de manière générale, la division féminine n'a vraiment pas brillé lors de ce build-up de SummerSlam. Et c'est vrai que les 3 matchs féminins, franchement, font très très pâle figure par rapport au reste de la carte. Ouais. Ouais, effectivement. Écoute, je te rejoins sur mon flop, mais moi je vais le donner plutôt effectivement à Trish Stratus en particulier, là, qui sait pas trop sur quel pied danser. Voilà, on sait pas trop quelle est sa motivation, à part se faire un dernier petit kiff. Je trouve que c'est pas à l'auteur de l'événement. On a quand même une sacrée affiche qui a été effectivement mal amenée, un petit peu précipitée, mais une belle grosse affiche un peu à l'ancienne avec la star du moment contre la star du passé. On pourrait un petit peu faire un peu mieux monter la sauce. Bah ouais, si on veut que la victoire de Charlotte là, elle aura pas trop de saveur, veuille dire quelque chose. Ouais, elle va battre une maman, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, elle va battre une maman qui se fait un petit kiff, quoi, mais c'est tout. Entre des séances de yoga, super. C'est pas très excitant. Et moi, mon top, écoute, je vais le donner à l'autre top babyface de SmackDown, Kevin Owens. C'est bien. Et sa promo, en fait, même à Shane O'Mac, toute cette promo était super. Shane est tellement un super méchant, quoi. J'avais envie de le baffer, quoi, quand il était après le cadavre de Kevin Owens, là, il était rageux, il avait la bave aux lèvres, et tu dis, mais oui, effectivement, il peut se permettre ça parce que c'est un salaud qui a accès au pouvoir, et c'était tellement vicieux, enfin, dans son discours, la façon de dire comment je vais te battre, mec. Donc c'est toute cette promo. Ce Kevin Owens versus Shane O'Mac, pour moi, c'est parfait. Il y a vraiment une super alchimie entre les deux. Et ma note, c'est la même que toi, 3,5. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons, effectivement, si les filles c'était mieux, on aurait un 4 facile pour ce Go Home Show qui, du coup, ma foi, était bien concentré. On regrettera évidemment l'absence totale du titre intercontinental. Ça, de toute façon, faut se la mettre derrière l'oreille, la ceinture, pour l'instant. On en reparlera peut-être après SummerSlam, mais ce qui compte, c'est le présent, et le présent, c'est maintenant. C'est SummerSlam qui arrive ce dimanche. Donc, on vous rappelle, n'hésitez pas à aller pronostiquer sur les cahiers du catch avec l'article concocté par Giscal. Allez, qui va détrôner le maître des pronostics, Giscal lui-même? Je vous invite à aller ne serait-ce que le battre sur ce pay-per-view, vu que lui il sait tout, il voit tout là, c'est pénible à force là. Pour l'instant, il va pas être simple, je pense, pay-per-view. D'accord, effectivement, je pense que il y a des matchs qui sont ouverts et c'est ça qu'on aime aussi, un petit peu de l'incertitude. Un petit peu de suspense. Ils ont réussi leur coup, ça. C'est ça que je me vais mettre au crédit de ce Go Home Show, c'est qu'ils ont réussi à semer le trouble dans notre esprit sur quelques rencontres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est même très très bien. C'est tout ce qu'on demande à un Go Home Show. Je vous rappelle, Catch Up, votre podcast qui résume, analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver évidemment en audio sur Spotify, iTunes et PodCloud, en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à commenter comme le font nos amis auditeurs qu'on salue. Ils en ont posé des questions, ils en ont mis des commentaires. Parfois, ils ne sont pas d'accord avec nous et c'est ça qui est bien. Donc, n'hésitez pas aussi à nous mettre une petite étoile, un petit cœur, un petit pouce vers le haut. Le lien Discord pour nous rejoindre est dans la description. Je te remercie une fois de plus, Giscal, pour avoir analysé avec moi ce dernier épisode avant SummerSlam. C'était un plaisir, merci à toi aussi. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. N'oubliez pas, il y a également Takeover, ça va être la folie, un gros week-end chaud, SummerSlam dimanche. Et on vous débriefera tout ça évidemment le plus tôt possible.
D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end plein de catch. Salut, salut. Ciao tout le monde. Vous trouvez pas qu'Apollo Crews est une sorte de Savio Vega bis? Ouais, bon là, par contre, non, on va peut-être pas se prendre la tête avec ça. Hein.